So thank you very much, Your Excellency, to join us in this discussion where we are going to talk about and present two projects. One is GALF, which will be presented by Charlotte Huplin, and the second one is Abrahamic Circle, which will be presented by Dino Jalal. So this is so just before I began, I understand that to hear you need to go on Canal 15, and if you want the translation, you go to Canal 16. So once again, this is a very specific exercise, first of a kind, where the projects that have been selected by the steering committee of the Paris Peace Forum have a unique opportunity to present their project and discuss it with the head of state or its representative in order maybe to better understand how to implement it and to listen and share their wisdom in implementing policy measures. So I think it's really a very good exercise and once again the first of a kind, so I hope you will all enjoy it. So once again, Canal 15, 15, if you want to listen directly, Canal 16 if you want the translation. So we are now going to begin with the GALF project. Charlotte, if you want please to come and take the floor and explain to us what you are wishing to achieve with this project, which is dealing with something that's of key importance for the African continent in general and the country in particular, which is the preservation of fauna. Bonsoir à tous. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général à la Présidence. Donc, je suis Charlotte Huplin, directrice exécutive de l'ONG française WARA et du projet GALF, mis en œuvre en Guinée pour lutter contre le trafic des espèces sauvages et la corruption. Le commerce illégal des espèces est une grave menace pour la sécurité, la stabilité, l'économie, les ressources naturelles et le patrimoine culturel de nombreux pays d'Afrique. Il s'agit d'un crime organisé transnational. Il occupe le 4e rang du commerce illicite dans le monde, après celui de la drogue, celui des êtres humains, le pétrole et la contrefaçon. Et il amasse des bénéfices illicites d'environ 20 milliards de dollars chaque année dans le monde. Le massacre et le trafic illicite des espèces demeurent toujours la conséquence d'un commerce illégal professionnel. Il ne s'agit pas de braconnage localisé. Ce commerce illégal des espèces est organisé par des organisations criminelles, souvent puissantes, qui génèrent des profits illicites très importants et utilisent des méthodes sophistiquées de contrebande au niveau international. Ce commerce illicite est également lié à la corruption, au blanchiment d'argent et au trafic d'autres produits tels que les armes et la drogue. Ce n'est donc plus seulement une crise environnementale, mais également une crise sécuritaire. Il s'agit d'une question de paix et de sécurité pour les pays africains. En effet, dans certaines régions d'Afrique, ce commerce illégal engendre l'instabilité et finance le terrorisme. Certains groupes terroristes comme Al-Shabaab, les Janjaweed, la LRA de Joseph Kony, ainsi que des groupes terroristes au Mali, se financent en partie avec la contrebande d'ivoire d'éléphants pour déstabiliser l'Afrique, menaçant ainsi la paix. Donc c'est plus que jamais une menace qui doit être prise au sérieux par le monde. De nombreuses espèces prestigieuses, telles que les éléphants, les rhinocéros, pangolins, les grands singes, sont menées à l'extinction de masse par ce trafic cruel pour satisfaire une demande insatiable pour le profit. Actuellement, dans de nombreuses régions en Afrique, il n'y a pas de moyen de dissuasion contre cette criminalité. Donc si les criminels d'espèces sauvages éprouvent un sentiment d'impunité et qu'il y a peu de risques à s'impliquer dans ce trafic, le commerce illégal ira en prospérant.
Le trafic est un problème transnational et c'est pourquoi nous sommes présents dans 10 pays, dont la Guinée, pour apporter une réponse transnationale. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer quelle est la solution que vous proposez parce qu'on est un peu tenu par le temps. Donc maintenant, ce serait bien que vous nous disiez qu'est-ce que vous comptez faire justement pour répondre à cet enjeu. J'en viens là. Donc en Guinée particulièrement, le projet GALF, mis en œuvre par l'ONG Wara, combat cette criminalité avec une approche innovante. Le projet repose sur l'application de la loi et la lutte contre la corruption. Donc orienté sur la bonne gouvernance et le renforcement de l'état de droit, il s'agit d'une étroite collaboration entre l'ONG et le gouvernement guinéen qui a permis d'obtenir de nombreux résultats et de grands changements dans le pays. Donc le projet collabore étroitement avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité, à travers un protocole qui nous lie au gouvernement. La Guinée était indexée autrefois comme une plaque tournante du trafic international d'espèces, mais avec les efforts du gouvernement guinéen, en utilisant cette méthodologie spécifique et avec notre appui, le trafic a drastiquement diminué en Guinée. Donc notre stratégie consiste à créer un facteur dissuasif et à mettre fin à ce sentiment d'impunité en aidant les autorités à mieux appliquer la loi sur la faune. Donc à travers un programme d'investigation sous couverture, donc des enquêtes qui visent à infiltrer les réseaux criminels et à identifier les trafiquants, d'opérations d'arrestation et de suivi juridique, ainsi que de la médiatisation, le projet GALF met en œuvre une approche innovante et une méthodologie pratique et concrète pour combattre le commerce illicite des espèces au niveau national et la corruption qui est associée à ce trafic. Donc le projet cible essentiellement la poursuite des grands trafiquants et des grands réseaux. Son objectif est de lutter contre l'obstacle majeur à l'application de la loi sur la faune en Afrique, la corruption. Le projet GALF a commencé en Guinée en 2012 avec une base de 0 poursuite judiciaire pour les infractions fauniques, donc pour les cas de trafic de faune, à aujourd'hui à des condamnations, des arrestations de grands trafiquants fréquemment dans le pays. Donc la presque totalité des trafiquants sont derrière les barreaux dès leur arrestation. Les poursuites en justice en Guinée sont satisfaisantes et ont atteint les peines maximales selon la loi. Plus de 130 trafiquants ont été arrêtés durant les 7 dernières années et condamnés. La corruption a été combattue sur chaque affaire. Plus de 1500 produits de contrebande, y compris de l'ivoire d'éléphant ou de la corne de rhinocéros, ont été saisis. Et des centaines d'animaux vivants ont été saisis également et réintroduits. Les autorités guinéennes, y compris les magistrats, la police et les agents de l'environnement ont été formés, et créant une capacité nationale accrue pour combattre la criminalité. Également, une dernière petite chose, une nouvelle loi sur la faune plus forte et répressive, avec des peines d'emprisonnement lourdes, a récemment été adoptée et promulguée par le président guinéen, ce qui dénote la forte volonté du gouvernement à combattre cette criminalité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre d'État, je me tourne vers vous maintenant pour savoir quelle est votre réaction à cette présentation, dont on voit bien qu'un des facteurs importants, voire majeurs, est la collaboration très étroite entre ce que propose ce projet et l'administration de votre pays. Mais est-ce que vous avez des conseils peut-être en tant que responsable de la mise en œuvre de cette politique? Merci. Je dois d'abord vraiment vous remercier et féliciter l'ONG et vous présenter à tous les aimables encouragements de Monsieur le Président de la République qui, suite à un engagement et au retard qu'avait pris ce panel, n'a pas pu être avec nous. Il m'a demandé modestement de le représenter. Et je voulais très sincèrement avouer une chose,
Édicter les lois est une chose, mais dans nos pays où les moyens de l'action publique peuvent être défaillants, il est toujours intéressant d'avoir des partenaires comme les ONG, les collectivités ou les associations, même parfois de ressortissants, pour réussir à appliquer réellement les lois qui, entre autres, protègent la faune et la flore. Donc ce projet pour nous est d'autant plus intéressant qu'il s'adresse à un sujet qui souvent n'est pas vu de front par les ONG. Les ONG travaillent très facilement pour le développement rural, pour l'éducation, pour la santé, pour la protection même de l'environnement, mais la faune souvent passe en deçà des radars des ONG. Le conseil que je donnerais, c'est de se mettre dans une perspective de gouvernance globale et de commencer à trouver que la faune est un bien public commun, aux paysans, donc les collectivités auprès desquelles ces faunes-là vivent et se reproduisent depuis des siècles, l'État au niveau national et je dirais aussi toute l'humanité. C'est un bien qui appartient à tous, mais qui se trouve plus près des uns que des autres. Moi, j'aimerais que vous travaillez sur l'intérêt à créer, surtout pour les localités, les paysans eux-mêmes. Et je vais partager avec vous une anecdote qu'on gère actuellement en Guinée. Les paysans de la zone concernée par le projet de Kokoutamba nous disent à nous, gouvernants guinéens, on ne comprend pas que les ambassades, les ONG s'intéressent tant au déplacement des chimpanzés et à leur relocalisation et qu'ils font si peu cas de nous. Je crois qu'il faut bien se mettre dans la psychologie et les enjeux au niveau local. Parce que le trafiquant restera toujours trafiquant s'il trouve un paysan qui collabore avec lui. Mais le jour où le paysan deviendra le premier protecteur de la nature et donc de la faune et de la flore, et vraiment votre ONG trouvera un travail très facilité. Je voudrais conseiller ça. L'approche de la corruption comme soutien et pilier du crime organisé contre la faune, je suis d'accord avec vous, il faut continuer ce axe-là. Mais pour la durabilité, il faut travailler avec le paysan, avec la collectivité, qui est aussi un peu le représentant de l'humanité le plus près de votre cible, de la faune. Si lui n'est pas conscientisé, s'il n'est pas mobilisé individuellement et collectivement, on fera toujours le travail de Sisyphe. On va toujours reprendre les sensibilisations, les condamnations, ça ne s'arrêtera jamais. Les trafiquants sont très malins. Ils viennent sensibiliser le paysan sur leur intérêt à participer au trafic. Il n'y a pas de trafic à cette échelle-là, dans cette durée-là, sans que les populations riveraines, d'une manière ou d'une autre, ne soient complices. On leur crée un intérêt. Nous qui voulons protéger la faune, créons-leur aussi un intérêt. Cela peut être extrêmement intéressant. Deuxième chose que vous faites assez bien pour le moment, c'est-à-dire de toujours responsabiliser l'administration et de faire le lobbying pour que l'administration prenne les décisions qu'il faut prendre pour sanctionner le crime organisé. Mais je crois que s'il était là, il allait vous le dire. Tous les Guinéens savent que le président de la République est quelqu'un qui répond à toutes les correspondances qu'on lui adresse. Mettez-nous en copie systématiquement à la présidence. Pourquoi? Parce que quand nous sommes au courant, nous-mêmes, officiellement, on informe l'administration qu'il y a un cas précis et que nous attendons des actes et des comptes rendus. La corruption n'a peur que de la publicité. Dès que le fait de corruption est indexé, est sous la place publique, vous avez déjà, en tout cas les moins courageux qui avancent. Il y a toujours des suicidaires, des gens qui sont très courageux qui vont continuer à faire ces choses-là. Mais dès que l'information est partagée par les acteurs, mais je veux insister, la faune et la flore sont des biens publics. Mais les gens de l'humanité qui sont les plus près pour protéger ou détruire ces biens publics, c'est les paysans. Il faut toujours les mettre au cœur de votre stratégie et voir avec eux comment rendre durables les mesures coercitives contre le trafic. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Est-ce que vous voulez répondre très rapidement? Oui. Quelle réaction vous inspire? donc, Comment vous pouvez mettre en œuvre ces conseils? Oui, tout à fait. Alors, il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que le trafic a un caractère transnational. Donc, il s'agit de réseaux criminels de très haut niveau, donc qui ne sont pas connectés. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pas du braconnage. Nous, on ne travaille pas sur le braconnage, mais vraiment sur les réseaux criminels qui fonctionnent comme les réseaux de la drogue.
Et il y a souvent aussi des trafiquants de drogue qui sont des trafiquants de faune, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas vraiment de connexion entre le trafic de drogue et le trafic de faune et les paysans ou les braconniers, puisque un trafiquant qui est très puissant, il peut commander 200 braconniers dans 4 ou 5 pays. Voilà, donc c'est important. Les braconniers sont remplaçables, mais les trafiquants, donc le sommet de la pyramide, c'est eux qui est important que l'on vise, puisque eux sont beaucoup plus difficilement remplaçables. Le braconnier appartient à un village directement ou indirectement. Oui. Il a un lien de parenté, un lien d'intérêt avec les paysans. Prenez en compte ce que nous vous disons. Le trafic de drogue dans les pays que nous connaissons, qui produit la drogue? Il n'y a pas de plantation industrielle formelle de production de la feuille de cocaïne, c'est des paysans qui produisent la drogue. Et quand on a voulu lutter contre la drogue, à un moment donné, on a été obligé de se poser la question des cultures alternatives et de l'intérêt que les paysans doivent trouver en abandonnant la culture de drogue. Il ne faut pas, encore une fois, vous faites un travail qui est un travail de bien public commun, mais soyons réalistes. Le paysan, s'il a un intérêt avec le braconnier, il fermera les yeux au minimum. Au maximum, il lui indiquera là où la petite panthère vient boire régulièrement. C'est le paysan qui connaît le milieu. Aucun braconnier ne peut braconner sans le paysan. C'est le paysan qui connaît son terroir, c'est lui qui sait où les animaux se reproduisent, c'est lui qui sait où les animaux viennent s'abreuver, à quelle heure de la nuit. Et je suis un urbain qui a découvert la brousse il y a à peu près une quinzaine d'années. Et je me suis rendu compte que le paysan a une cartographie très claire, selon les saisons, selon les mois, du mouvement des animaux dans son périmètre. Et c'est lui l'expert du braconnier. Si vous ne le prenez pas en charge, et la haut du système, c'est-à-dire les grands trafiquants, et la base de paysans aideront toujours un braconnier à faire son opération. Et je crois qu'il est important que ce bien public commun soit conscientisé aussi par nos populations. Nous, les décideurs, si vous arrêtez un vieux sage du village qui a hébergé un braconnier, il faut que vous expliquiez en quoi le crime commun est si grave que cela, en quoi ça touche le quotidien et l'avenir de la communauté villageoise. C'est pour cela que nous insistons sur l'implication de cette communauté. Et cette communauté, je donne un exemple, on est tellement pro-environnement que le président de la République a décidé dans le code minier guinéen, donc une loi, que 15% des recettes minières du pays sont distribuées aux collectivités guinéennes. Si des experts comme nous aident, on peut consacrer au moins 5% de ces 15% à la protection de la faune et de la flore. Donc il ne faut pas, c'est des acteurs majeurs qui sont fortifiés par l'existence d'une loi qui fait aujourd'hui des communes rurales en Guinée les véritables gouvernements locaux. Donc il faut en tenir compte. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Je crois que c'est un point important, effectivement, de essayer de construire un intérêt commun. Même si c'est un combat, même si c'est une sanction, construire un intérêt commun. Montrer aux gens qui vont combattre à vos côtés que c'est leur intérêt de le faire. Pas se retrouver dans la position du dernier ancien combattant que c'était le secrétaire général, dans son discours qui disait dans le fond, je ne sais même pas pourquoi on a fait la guerre. Je crois que c'est vrai. Maybe we can. Thank you very much. Thank you very much. Merci à vous. Maybe we can pass now to you. Come now to your project, Dino Jalal, and explain us what you are trying to achieve actually, and what you have already achieved in this very key topic, which is dialogue between religions. Okay. Thank you very much. Thank you, Have Minister. fun. And I have to tell you, when I was a baby, I spent 2 years in Conakry. So my father says, hey, please say hello to the government representative from Guinea. So I'm very happy to be here. So my father was a diplomat, and he was posted in Conakry, right? My name is Dinopati Jalal from Indonesia. So, Minister, let me begin with the grand historic challenge. In the last 2,000 years, there has not been 1 century where Muslims, Jews, and Christians live peacefully on a global scale. Despite development, globalization, and modernization, today we still see ignorance, mistrust, and prejudice
between followers of Islam, Judaism, and Christianity. And just to cite one example, there was a survey done that said that 74% of people in Middle East and North Africa harbor anti-Semitic attitudes. And there was another study by Pew who discovered that in the last 10 years, social hostilities among religions have increased and restrictions on religions are high in 83 countries. So there is a problem at the grassroots. And yes, there is interfaith conferences. We see so many of them in recent decade. But the problem is the interfaith conferences now are experiencing fatigue. And the other problem is it's become elitist. It happens at the top and involves 1 or 2 days conference. But once they go back, the negativity at the grassroots among the Abrahamic religions are still there, right? So how do we break this? The big historic question is, can we make the 21st century for the first time the century where members of the Abrahamic religions, Muslims, Jews, and Christianity, for the first time live peacefully globally, right? So that's the big challenge of this project. And the idea for 1,000 Abrahamic Circle came when I was ambassador to the United States. We had a project whereby we gather Indonesian and American Abrahamic religious leaders, and we made them travel together from Jakarta to Jordan to Palestine to Israel and then to Washington, D.C. And then at the end of that journey, I noticed some of the hardline Islamic leaders who never met a Jewish rabbi before befriended him and then changed his attitude towards Judaism and Jews, right? So the conclusion was the process of interaction at a lengthy period of time demystified old stereotypes, and they can break down barriers and ignorance that were present before. So this is why we want to create 1,000 Abrahamic circles. What does it mean? One circle would be a process to facilitate engagement and friendship between leaders of these three Abrahamic religions. So one circle would consist of one Islamic imam, a Christian priest, and a Jewish rabbi. But they have to come from different countries. It cannot be all the same countries. So it would be an Indonesian imam, Israeli rabbi, and maybe Nigerian priest. And what they do, all three of them together go to the first home community of the Indonesian imam, spend a week there, and then after that they go to the Israeli rabbi home and community, spend another week there, and then all together they go to the Nigerian priest and spend another week. Once all three destinations have been completed, one circle is complete. And we hope that process of interaction would change ignorance into respect and empathy, right? This is what was achieved during the pilot project that I achieved in 2012. And the idea would be to multiply this 1,000 times. And the idea also would be to make sure that the members of the religious leaders that we engage would be from countries of concern, countries where this is an issue, the relations between Jews, Muslims, and Christians. So, for example, Bolivia would not be included, right? Mexico would not be included, but America would, Indonesia would, Germany would, France would, UK would, Jordan would, Nigeria would, right? So, in countries where this is an issue. And also we would engage religious leaders which are a challenge, not religious leaders that are open-minded and already believe in Abrahamic tolerance, but the ones that still have, they are still close-minded and still have negativity towards the other two religions. And we are convinced once we've done this, 1,000 circles, 3,000 religious leaders, and each of them, if they have 10,000 followers each, it would reach around 30 million people by the end of the decade. And if this is done in countries concerned, especially in conflict areas, we believe that this will have a significant political and social impact that would help to make the 21st century finally a century of peace between members of the Abrahamic religions.
Thank you very much for this presentation. Your Excellency, what is your reaction to this project? What kind of advice, wisdom piece you could give to this very ambitious project, but definitely very useful? Thank you. Et je crois à une sorte de société civile positive et de la religion pour la paix. Dans les pays à grande majorité musulmane comme les nôtres, nous savons très bien que le rôle de l'imam, comme du prêtre, comme du rabbin, ce n'est pas de seulement faire prier. Il participe à la construction. Il définit même l'architecture mentale des individus et des groupes entre eux, mais surtout entre eux et les autres. Donc je crois à toute idée qui permet aux branches des religions d'Abraham de se reparler comme le jour avant leur séparation. Parce que dès qu'ils commencent à se parler, l'unicité de Dieu et l'universalité de Dieu s'imposent. Nous ne connaissons pas encore de tensions interreligieuses chez nous. Mais pour améliorer le bien-être de la minorité chrétienne chez nous, ça peut être une idée intéressante que les gens puissent alternativement vivre les uns avec les autres. Votre idée est d'autant plus intéressante que ceux qui sont pour l'entente entre les religions et les hommes utilisent cette méthode-là. Tous les mouvements radicaux sont nés des échanges que les radicaux font entre eux d'un pays à l'autre. Ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui a été préparé des années durant par des visites coraniques que les populations du Sahel rendaient aux gens du Yémen, aux gens du Soudan, aux gens de la Syrie, aux gens de l'Irak. Et c'est tous ces jeunes-là de retour qui, effectivement, font ce qu'ils font aujourd'hui chez nous. Donc ça peut être très intéressant qu'il y ait ces cercles concentriques qui défendent ce qu'eux ils font. Très bon projet. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre d'État. So basically, if I understand you, what you are also saying is please don't limit yourself to countries of concern, but do it preventively. Sorry, I missed the translation. Go ahead. What I understood also, and what's interesting, is don't limit your project to countries of concern, which is what we understood, but do it preventively. Don't wait for the crisis or conflict to happen. Do it before. That might be as interesting. I don't know whether it's possible, and I'd be happy to. Well, I tell you what surprised me, Mr. Minister, is in Southeast Asia, for example, you have a lot of good Muslims, peaceful, but in their Friday prayers, they're also anti-Semitic. You know, Jews this, Jews that, right? Not because they are bad or evil, but because they've never been taught a different way. You understand, right? Nobody told them a different narrative, and they never meet a Jew or they never meet a rabbi before, right? And only once they meet somebody and actually talk to them, that all the stereotypes are gone. So this is, I think, very important, and I agree totally with you that so long as this ignorance persists, it is a breeding ground for radicalism and for terrorism. So we have to bend these negative stereotypes. And the other thing is, I think also, Minister, this is the other side of sustainability. We talk about sustainability as climate and environment. Of course, that is true. But the other side of sustainability is you cannot have total peace and total development
so long as there's ignorance and gaps and even hostility, sometimes even conflict among members of the Abrahamic religions. And there's no guarantee that relations will improve unless we do something that is real and at the grassroots level to change this. If we don't, I think relations will become worse, not just in Southeast Asia, but in South Asia, in the Middle East, in Africa, and perhaps in other places. So I really hope, I've been ambassador and diplomacy for 30 years. I'm retired now, but I believe if this succeeds, creating 1,000 Abrahamic circles, Mr. Minister, it will be the most important thing I have ever done in my life, because the impact will be felt by the future generations. Yeah. Thank you very much indeed for this very vibrant presentation. So I think that now we are coming to an end of this presentation, and thank you again, Monsieur le Ministre d'État, for your presence and your wisdom. And all best wishes to you, to your two projects, and hope to see you soon and to see it going and walking and running even. Thank you very much.